Donc bonjour à vous, merci d'être venus. Donc là nous allons parler d'histoire et de jeux d'histoire. Alors juste une petite chose pour me présenter. Donc je suis Jean Renaud, Jean pour le prénom, et je joue aux jeux d'histoire. L'autre fois je faisais le calcul, je crois que ça doit faire à peu près une trentaine d'années. Donc toute période confondue. Et puis voilà. Et en fait, lorsque Nicolas m'a proposé de faire une conférence sur le jeu pour la convention de Lavore, je me suis dit ouais, c'est une bonne idée. Sauf que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le jeu par rapport à son histoire. Je savais m'en servir, je savais jouer, mais je ne connaissais pas d'où ça venait réellement, même si j'avais une vague idée. Et donc je me suis aidé du livre de Bonquillot, qui a écrit Jouer la guerre, même si le jeu d'histoire, nous on ne considère pas le jeu d'histoire comme un jeu de guerre, on y reviendra. Et donc dans ce livre, eh bien, j'ai vraiment appris beaucoup de choses que je vais essayer de vous partager pendant cette conférence. Alors je vais remettre mes lunettes, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne connais pas tout par cœur. Alors, on retrouve le jeu d'histoire déjà dans l'Antiquité, auprès des Romains, Égyptiens, etc. Indiens aussi. Les Indiens d'Inde, qui utilisaient déjà le jeu, le déplacement d'unités, donc de troupes, et qui ensuite, le jeu, notamment le jeu indien, qui était le chaturanga, et qui a évolué ensuite en chatrang qui s'est retrouvé à être le jeu d'échecs, qui a ensuite été importé en fait par les Arabes au Xe siècle. Et à l'époque, donc, le jeu d'histoire, c'était essentiellement les jeux d'échecs, entre autres. Ensuite, on va tout de suite basculer vers le XVIIe siècle. Et là, on commence à trouver des figurines, mais des figurines qui sont réservées, on va dire, aux princes, donc aux fils de rois, etc., pour leur apprendre ce qu'on appelle parfois l'art de la guerre. Alors, je me rends compte aussi que je voulais vous donner trois petites formules, en fait. Donc, trois citations. Voilà, je cherchais le terme exact. 3 citations. Ça, c'est bien connu d'ailleurs des joueurs et des militaires. Aucun plan d'opération ne peut s'étendre avec certitude au-delà du premier contact avec la principale force de l'ennemi. On a tous connu ça, pour les joueurs, nous avons tous connu ça avec notre plan qui doit nous faire gagner en quelques tours, le plan infaillible, jusqu'au premier tour. Voilà. Donc ça, c'était von Moltke, donc un général prussien qui a participé à la victoire prussienne en 1871. On le retrouvera tout à l'heure dans la conférence. Autre citation. La nature objective de la guerre en fait un calcul de probabilité. Il ne lui faut alors plus qu'un seul élément pour devenir un jeu, et cet élément, c'est le hasard. Et avec le hasard, l'imprévisible et la chance viennent y prendre une part considérable. Alors ça, c'est un autre général bien connu des joueurs et des historiens, puisque c'est von Clausewitz. Donc, pour information, Clausewitz était, on va dire, un ennemi à 100% de Napoléon, c'était l'époque napoléonienne, et il a écrit tout un tas d'ouvrages aussi sur la stratégie. C'était donc un stratège prussien. Et puis, dernière citation, un wargame, c'est-à-dire en anglais donc un jeu d'histoire, ou un jeu de guerre, moi je n'aime pas trop ce terme, je préfère jeu d'histoire. Un wargame est une tentative de se projeter dans le futur par le biais d'une meilleure compréhension du passé. Le wargame est une combinaison de jeux, d'histoire et de science. C'est une machine à voyager dans le temps. Et je suis tout à fait d'accord.
puisque lorsque l'on joue, enfin, je ne sais pas vous, mais moi lorsque je joue, je me projette dans le temps. Déjà, bon, il y a toute l'étude qui précède lorsque l'on peint des figurines, quand on choisit son armée, et on est, je pense, obligé d'aller fouiller dans les livres, dans l'histoire, pour savoir ce qui s'y est passé, et éventuellement avoir quelques petits coups de cœur aussi pour certaines unités. Et puis quand on joue, enfin, personnellement, lorsque je joue, je suis dedans. Ça, il n'y a pas de... Donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment donné, donc, vous savez, au XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez ce qu'on a appelé aussi donc la guerre en dentelle, les guerres en dentelle. Et là, les tactiques, on va dire, étaient simples, puisque les unités étaient souvent en ligne, face à face, et se tiraient dessus. Et voilà. Donc c'était l'époque Louis XIV, etc. Et donc en fait, c'était quand même assez statique. Et les batailles étaient rarement décisives. Donc vous avez des gens, notamment un Anglais, John Clerk, qui a commencé à étudier, qui n'était pas du tout militaire, qui a commencé à étudier des tactiques de combat pour sortir un petit peu de ce blocus. Mais lui, il a surtout travaillé sur les tactiques navales. Et il s'est dit que, en fait, parce que pour les batailles navales, c'était la même chose, c'est-à-dire que vous aviez deux lignes qui se faisaient, une ligne par exemple française et une ligne anglaise, qui se faisaient face à face et puis qui se tiraient dessus en attendant que l'autre coule. Et en fait, lui, il a mis au point une autre tactique qui était en fait de créer deux lignes anglaises parallèles et qui allait prendre la ligne française perpendiculairement et qui allait traverser la ligne tout en canonnant. Et je pense que vous le savez, c'est en fait tout à fait la tactique qu'a utilisée l'amiral Nelson à Trafalgar. Ça vient de là. Ensuite, vous avez au XVIIIe siècle le général Bourset qui écrit un ouvrage qui est Principe de la guerre en montagne. Et lui, en fait, il va créer une campagne, un peu comme un jeu. Il va créer une campagne dans un pays fictif, donc forcément avec des montagnes, avec du relief, etc. Et les joueurs, si on peut les appeler comme ça, doivent mettre en place, en fait, leur déplacement, voir par où ils peuvent passer, comment ils vont pouvoir surprendre l'ennemi. Donc une campagne complète là-dessus. Ensuite, vous avez un autre, lui par contre c'est un Prussien à l'époque, donc Helwig, qui lui n'est toujours pas militaire, c'est un entomologiste, il est un mathématicien, mais par contre il est chargé par le duché de Brunswick de créer en fait on va dire des formations en quelque sorte pour les officiers. Et donc il va reprendre l'idée du jeu d'échecs, il va reprendre un échiquier mais beaucoup plus important, beaucoup plus grand, et il va dans les cases, au lieu d'avoir des cases blanches ou noires, il va en fait colorer ces cases et chaque couleur correspondra à un relief. Donc il y aura des cases, alors je ne sais pas si vert par exemple c'était la montagne ou les forêts, si bleu c'était les rivières, bon je ne pourrais pas vous dire, mais en fait il va faire ça, il va faire cet échiquier avec des cases colorées pour représenter les terrains. Mais par contre, il conserve quand même le fou, le cavalier et la reine, quand même comme pièces. Et donc les pièces se déplacent un peu comme sur un jeu d'échecs. Il y a l'artillerie qui peut tirer, mais sinon les pièces, à part donc les tirs d'artillerie, les unités prennent l'autre unité en se déplaçant sur sa case. Un peu comme le jeu d'échecs. Et puis après, bon, bien sûr, ça évolue, puisqu'il va créer en 1803, il continue à faire évoluer son jeu, et là il va créer des unités qui vont représenter des unités réelles.
c'est-à-dire les grenadiers, la cavalerie lourde, etc. Ensuite, en 1806, donc on est toujours dans la période napoléonienne, hein, bien sûr. C'est l'année aussi où la Prusse se fait écraser par les armées de Napoléon. Et ça va avoir un impact direct sur le jeu. Mais à ce moment-là, vous avez Georges Emmanuel Hopiz qui introduit le hasard dans le jeu. Puisque jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais, ils avançaient les pièces, ils prenaient point. Et maintenant, ils introduisent le hasard, avec des dés. Des dés et une notion donc de force, donc de point de force, en fait, pour l'unité attaquante. Donc, avec cette malheureuse campagne pour les Prussiens en 1806, eh bien, il y a tout un remaniement qui se fait au sein de l'armée, au sein surtout de l'état-major. Et donc, on décide un petit peu de changer la donne, et surtout de commencer à former les généraux. Donc, ils vont se servir du jeu d'Helvig, qui était là sur le grand échiquier. Et puis, surtout, ils vont se servir en fait de ces principes, mais par contre, ils vont, ce qu'ont connu beaucoup de militaires aussi, c'est ce qu'on appelle le bac à sable. Pour ceux qui ont fait l'armée. En fait, son terrain, à lui, c'est comme un grand bac à sable, et avec du sable, justement, avec du sable mouillé, il va reconstituer le relief, et les unités qui seront des petits blocs de bois pourront se déplacer dessus, et donc réaliser les manœuvres. Et comme à un moment donné, on va dire par tout un jeu un peu de hasard et de relations, il doit présenter donc son jeu on va dire au gouvernement en fait. Et donc à ce moment-là, il se dit je ne vais quand même pas présenter un bac à sable. Donc il fait, là encore, ce que l'on fait nous parfois, c'est qu'il va créer des carrés. Un peu comme on fait, nous le plus souvent avec du polystyrène, mais lui va créer des carrés en plâtre qu'il va déplacer et puis il va faire un super beau coffret pour présenter. Donc son fils, par contre, ah oui, puis ce qui est important aussi, je l'avais surligné là, vous voyez, c'est qu'il crée des carrés de terrain en plâtre et des pions en porcelaine, des réglettes, des compas, et il amène la notion de brouillard de guerre. Donc brouillard de guerre, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on ne sait pas l'unité ou la troupe que l'on a en face. Ce qui est souvent le cas dans les conflits réels, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Donc en 1816, son fils, lui par contre qui est officier dans l'armée prussienne, il va utiliser des cartes qui sont au 1/8 millième, donc les cartes d'état-major. Et il reprend le principe des manœuvres. Mais par contre, sur ces cartes, les troupes sont à l'échelle. C'est-à-dire qu'ils représentent la surface occupée par la troupe sur la carte. Donc ça, c'est encore un point important. Et chaque tour, en fait, représente 2 minutes de temps réel. Voilà, donc le jeu continue d'évoluer. Et puis, par contre, chose qui ne se passait pas jusqu'à présent, c'est que là, à partir de là, les combats rapprochés, donc les corps à corps, vont aussi être joués au hasard. En fait, avec des dés. Sur un 5 ou un 6, l'unité gagne. Et puis il y a quand même un tableau de résultats. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les résultats de tir, que ce soit d'artillerie ou d'infanterie, ont été basés sur un rapport qui avait été organisé par l'armée prussienne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tiré avec différents boulets, avec différentes munitions, à différentes distances. Cela leur a permis de faire, on va dire aujourd'hui, des graphiques voilà. Et à partir de là, le jeu et donc les résultats dans le jeu se sont servis de ces données réelles. Donc ça, c'est important parce que c'est la première fois qu'on mettait des données réelles dans un jeu.
Donc le jeu continue à se développer, et l'on retrouve donc à l'époque, il est capitaine, c'est le capitaine Molk, donc on retrouvera plus tard en général pendant la guerre de 70-71. Et lui, eh bien, il est tout simplement animateur de club de Kriegspiel, donc de jeux de guerre en allemand. Donc son jeu continue d'évoluer, et il continue aussi d'évoluer en fonction de la technologie, notamment donc, les canons rayés Krupp qui arrivent, les différentes innovations. Et à partir de là, donc en 1864, donc les Prussiens vraiment s'entraînent. Ils s'entraînent à fond depuis 1806, ils s'entraînent à ça, mais ils n'ont pas de guerre. Et en 1864, eh bien, ils sont en guerre avec le Danemark. En 66, ils sont en guerre contre l'Autriche. Et en 70, ils sont en guerre avec la France. Et dans les trois cas, eh bien, on va dire qu'ils mettent la dérouillée aux trois pays. À partir de là, certains commencent à imaginer en Europe, à tort ou à raison, que les Prussiens ont gagné alors qu'ils sont restés quasiment 60 ans sans guerre, donc sans pratique réelle, et qu'ils ont réussi à gagner en fait, à gagner leur guerre parce qu'ils se sont entraînés au jeu d'histoire. Donc à partir de là, dans les autres pays, on va commencer à se poser un peu la question, se dire tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée que de faire comme eux. Donc on va avoir un peu on va dire des créations de clubs, en fait, on va dire plutôt de groupes, d'associations. Par contre, il faudra malgré tout attendre 1889 pour que l'idée de Kriegspiel soit incorporée à la formation militaire. Alors, petite anecdote quand même que j'avais notée, c'est qu'en mars 1914, le général Gallieni organise donc un Kriegspiel et il simule une attaque allemande en Belgique. C'est étonnant. Et en fait, le résultat montre la fragilité du dispositif français face à une offensive comme celle-ci. Mais manque de chance, cela n'intéresse personne à l'état-major. On a la même chose en 40 ans. Donc justement, la période 1900-1950, donc la guerre navale se développe, enfin la reconstitution de bataille navale, je suis surveilleur quand même, cette reconstitution de bataille navale se développe, donc toujours avec les Anglais. Bon, il faut dire aussi qu'en termes de bataille navale, ils sont pas mal. Et en fait, ils développent donc de nouvelles règles. Certains pensent que c'est essentiellement parce qu'à partir de là, les navires à vapeur donc, remplacent les navires à voile, et c'est beaucoup plus facile, et on le sait aussi en tant que joueur, c'est beaucoup plus facile à représenter. Donc là, il y a un développement de ce côté-là. Et puis surtout, voilà, j'ai le droit de chercher son nom. Voilà, c'est ça, c'est en 1898. Donc un Anglais, Fred Jen, qui donc publie une règle pour ses navires, mais surtout, en fait, il crée je suis en train de chercher le terme, je vais le retrouver, vous en faites pas. Un annuaire. Il crée un annuaire qui répertorie dans le monde entier, en fait, tous les navires existants, avec leur tonnage, leur armement, leur taille, etc. Et c'est avec ça qu'il fait sa règle. Les Japonais, eux, ils ont un jeu de bataille navale, si j'ose dire, sur chaque navire. Et eux s'entraînent régulièrement. Et c'est aussi pour ça que, par rapport à leur victoire en 1904 et 5, eh bien, on attribue ces victoires à cet entraînement régulier sur les navires. Et c'est ça que j'aime bien, moi, en fait, quand j'ai étudié là, cette histoire de jeu d'histoire, en fait, c'est parce que à partir de maintenant, on va commencer à avoir un parallèle entre les simulations,
les jeux d'histoire qui se développent et la réalité. Et vous allez voir que c'est souvent étroitement lié. Parce qu'en fait, les Japonais ont commencé à s'entraîner en imaginant qu'ils pourraient rencontrer les flottes américaines, les flottes russes, et aussi les Chinois. Et l'opération, donc, enfin l'attaque de Pearl Harbor, a été aussi maintes fois simulée, avec le résultat qu'on connaît. Et aussi donc dans le Pacifique, donc encore une petite anecdote, c'est que lors d'une partie, donc, vous aviez un arbitre, donc, qui est un amiral qui arbitrait donc, les parties, et à un moment donné, il y a eu une bataille navale entre Japonais et Américains, et les joueurs américains avaient réussi à couler 2 porte-avions japonais. Ça n'a pas trop plu à l'amiral japonais, qui a annulé la perte des porte-avions, sauf que peu de temps après, ils en ont perdu réellement 4. Les Américains, eux, ils vont intégrer ce jeu de bataille navale, en fait, dans leur école navale. Donc bon, c'est toujours pareil, vous avez des discussions entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup étudié, à un moment donné, la première règle qu'ils ont sortie, c'était pas une règle de combat, mais c'était une règle de manœuvre. Et là, ils se sont rendus compte qu'il était en fait capital, même si ça paraît évident, que la réussite d'une bataille tient aussi compte de la transmission du commandement et que chacun opère à sa place. D'ailleurs, il a été dit que, on va dire pour un officier formé, s'il est formé à diriger des bataillons, il peut commander 3 bataillons. Par contre, il peut difficilement commander 12 compagnies. Parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Donc, ça a mis le point sur le fait qu'il était important de savoir aussi déléguer. Donc, eux, entre 1919 et 1941, ils réalisent 318 parties où ils ont pu étudier donc, toutes ces stratégies, en incluant bien sûr le Pacifique. Et ce qui ressort de ces parties, c'est que le porte-avions, alors que pour l'instant le porte-avions c'est pas encore, on va dire, l'élément clé des batailles navales, c'est que le porte-avions, justement, ça sera un élément clé dans le futur. Et deuxième chose, c'est que la stratégie de saut de puce qui a été employée donc, par la suite dans le Pacifique, eh bien c'est pareil, c'est la seule stratégie gagnante, si on veut reprendre du terrain. Et ça a été fait, on va dire, sur les tables, avant que ce soit fait dans la réalité. Les Allemands, alors eux, quand même, c'est un peu le berceau. Donc vous avez, là aussi, ça va vous parler, Alfred von Schlieffen, qu'on connaît par le plan Schlieffen. Lui, il organise aussi, alors il organise à la fois des manœuvres et à la fois des Glücksspiel. Et lui, un jour, en 1905, il fait jouer les Allemands en défense, alliés aux Belges et aux Hollandais, contre les Français, les Anglais et les Russes, en 1905. Donc les Russes, qui attaquent côté Est, bien entendu, eux sont écrasés, je crois, en 6 semaines, il me semble. Et les Franco-Anglais, non, ils sont écrasés tout de suite. Voilà, pas de quartier. Eux, ils sont écrasés tout de suite. Et les Franco-Anglais, eux, ils sont repoussés au bout de 6 semaines. Mais en fait, le jeu montre qu'au bout de 6 semaines, eh bien, les Allemands n'ont plus de munitions. Dans le jeu. Ils n'ont plus de munitions. Et donc, à partir de ce moment-là, Schlieffen crée des bataillons de logistique qui seront censés, donc si le cas se produisait dans la réalité, qui seraient en mesure d'amener les munitions aux troupes qui seraient au front. Donc après 1918, c'est sûr que ça prend encore plus d'importance et de place, puisque les Allemands n'ont plus vraiment le droit d'avoir
une armée comme on l'entend. En 1930, Erich von Manstein développe un jeu, donc mêlant politique, diplomatie et les opérations militaires. Hein, toujours pareil, on retrouve tout un tas de noms qu'on va retrouver un peu plus tard, on va dire dans la vraie vie. Hein. En 1930, il y a un Kriegspiel donc, qui est organisé pour jouer l'invasion de la Pologne. Et les Jeux maritimes confirment à l'amiral Dönitz qu'il faut utiliser des sous-marins en meute et aussi commander ces sous-marins avec un sous-marin en deuxième vague qui lui supervise donc les attaques. Ce qu'on retrouvera là aussi dans l'Atlantique. Pour la Luftwaffe, ils font des tests, comme par hasard pour attaquer l'Angleterre. Et là, ils se rendent compte en fait que leurs avions n'ont pas la capacité suffisante, enfin, en termes de carburant, pour attaquer les ports qui sont à l'ouest. Et deuxième chose, ils se rendent compte que leurs pilotes ne sont pas du tout formés pour des attaques, on va dire, navales. Et troisième chose, ils se rendent compte que si la campagne, donc dans le jeu, si la campagne dure trop longtemps, ils n'ont pas le nombre nécessaire d'avions pour durer et pour vaincre. C'est intéressant quand même. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va se passer à chaque fois. Et puis donc Manstein, lui, il joue l'invasion de la France par les Ardennes. Comme par hasard. Et donc en 1940, côté français, vous avez le lieutenant-colonel Duvigier qui organise aussi un Kriegspiel où il se dit, tiens, les divisions allemandes peuvent peut-être traverser les Ardennes. Donc il joue, et en fait il coupe l'armée française en deux. Mais il n'est toujours pas entendu par l'état-major français. Donc, pareil, printemps 41, vous avez un Kriegspiel qui joue l'invasion allemande de la Russie. Les Allemands réussissent à détruire 200 divisions dans le jeu, réussissent à détruire 200 divisions russes, et dans le jeu, il n'en reste plus que 60. Donc ils se disent, ok, on a gagné. Dans la réalité, en novembre 41, les Allemands ont détruit 248 divisions russes, mais il en reste 200. Donc ça change la donne. Bon, tout le monde, si tout le monde a vu Le jour le plus long, vous connaissez bien sûr l'anecdote du Kriegspiel qui se fait dans la nuit du 5 au 6 juin, et où les officiers sont... Enfin, certains sont déjà partis, et puis d'autres sont encore sur place, et bien sûr, ils annulent le jeu. Vous avez la même chose en 1944, dans la forêt de Jürgen, donc avec un Kriegspiel qui simule une attaque américaine donc sur les troupes allemandes, et ça se fait juste à ce moment-là, là aussi, dans la réalité. Donc bien sûr, les officiers d'état-major partent sur le terrain. Par contre, là, le Kriegspiel est maintenu. Donc les officiers commandants, on va dire, sont joués par des officiers subalternes, et ils peuvent jouer, si l'on peut dire, la bataille en temps réel. Vous avez la bataille sur le terrain, et en même temps, les autres qui jouent, donc qui prévoient. Et c'est l'une des dernières victoires allemandes. Donc les soviétiques, eux, ils ont aussi ça. Donc ils avaient joué d'ailleurs en 1896. Ils avaient fait une bataille navale contre les Japonais, où ils avaient été complètement ruinés. C'est ce qui se passera un peu plus tard, en 1905. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte, là encore, des résultats. Et pareil, en 1914, ils jouent l'invasion de la Poméranie, donc avec 2 armées allemandes, et les 2 armées allemandes sont détruites. Et là, le joueur allemand, c'est donnez-moi, mais je vais vous le confirmer, je crois que c'est Zhukov. Bon, je ne le retrouve plus, mais c'est Zhukov. Donc on retrouvera aussi
qui sera en fait un peu à la suite de ça, et d'autres victoires sur le enjeu qu'il aura connu, qui sera après, oui c'est ça, Zhukov, qui sera nommé à la tête de l'état-major russe. Et les deux joueurs, les deux généraux russes qui eux se sont fait massacrer sur le jeu, se font plus tard massacrer en vrai, perdent aussi leurs armées, mais en vrai. Donc les Anglais, eux, bon, ils font aussi leur Riksspiel. Et en fait, ce qui est très intéressant, alors que ce soit pour le jeu ou pour la réalité, c'est qu'il y a un rapport qui constate que la tolérance des pertes des troupes dépend plus de la manière dont elles sont soutenues et des circonstances que de la quantité des pertes elles-mêmes. Et ça, je trouve ça très intéressant déjà, on va dire, par rapport à l'histoire elle-même. Mais j'ai connu certains jeux, notamment un jeu napoléonien, qui offrait, on va dire, une belle part au soutien et aux oppositions. C'est-à-dire que plus, lorsque vous avez une unité qui chargeait, par exemple, ou qui subissait un feu terrible, qui avait beaucoup de pertes, eh bien, le fait que l'unité tienne ou pas, donc personne morale ou pas, était lié aussi à son environnement immédiat. Donc les soutiens, on va dire les troupes amies qui étaient dans son coin, et bien sûr les troupes ennemies qui lui étaient opposées. Donc vous avez... et celui qui fait ça, c'est un gars qui s'appelle Wilkinson, un Anglais. Et lui, il organise aussi en 1905 une partie qui représente donc une attaque allemande entre Sedan et Belfort, par la Belgique. Et là, donc les Anglais se rendent compte que donc les Belges ne tiennent pas, ils ne peuvent pas tenir, donc après le choc se fait au niveau des Français, et en fait les Français sont battus avant que les Anglais arrivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, dans le jeu, ils n'ont pas le temps matériel réellement d'arriver et d'être suffisamment forts pour stopper les Allemands. Donc eux par contre, ils tiendront compte de ça. Alors après le jeu civil, dès le 19e siècle, eux par contre, au lieu d'utiliser les petits blocs de bois, etc., ils vont quasiment dès le départ utiliser des figurines. Et ces figurines, elles seront ou en plat d'étain, ou en rhombos, en fait. Et elles sont fabriquées à Nuremberg. Et donc voilà, pour l'anecdote, Wilkinson, lui, crée le club d'Oxford en 1873, déjà. Donc c'est pour ça que les Anglais, même encore aujourd'hui, avaient déjà une certaine avance par rapport à nous, en termes de jeux d'histoire, parce que nous, on n'en était pas là encore. Et donc ils vont jouer jusqu'à 600 figurines. Une figurine représente 100 tonnes. Ils vont jouer jusqu'à 600 figurines. Et ils utilisent aussi le brouillard de guerre, puisque quand ils déplacent des troupes en stratégique et qu'elles ne sont pas vues, eh bien ils les déplacent pour créer la surprise. Après, vous avez un autre personnage aussi que l'on connaît bien, qui est H.G. Wells, l'écrivain de fantastique, de science-fiction, qui utilise aussi des figurines, qui utilise lui par contre une marque britannique qui est Britain, en 54 mm. Et à l'époque, donc Britain, en 1910, ils sortent 200 000 figurines par semaine. Donc on voit que ça commence un peu à prendre en Angleterre quand même. Et par contre, en fait, lui, Wells, ce qu'il y a, c'est que c'est un pacifiste, et donc il espère montrer par le jeu d'histoire, et par ces jeux qui représentent des combats, justement l'horreur des combats et l'horreur de la guerre. Lui, c'est un peu son but. Après, vous avez des sociétés qui se créent, et vous avez le premier tournoi qui se crée en 1939. 1939, vous avez le premier tournoi de figurines. Alors c'était aux États-Unis, d'après les règles de Wells. Donc, le terrain, c'est à la taille d'une table de ping-pong. Et il introduit, puisque les jeux évoluent toujours, il introduit la notion de jeu en simultané.
Alors que jusqu'à présent, on était toujours en tour par tour. Donc il a introduit le jeu simultané. Et là, ça va vous rappeler certainement des choses aussi, c'est que l'infanterie se déplace de 15 cm, la cavalerie, l'artillerie mécanisée, les blindés, 30 cm. Là aussi, pour ceux qui ont l'habitude de jouer, ça va vous rappeler des mesures qu'on connaît bien. J'essaie d'abréger un peu parce que sinon on n'aura pas le temps de tout finir. Donc vous avez aussi, alors après une accalmie, après la Seconde Guerre mondiale, a priori qui serait liée à l'invention de la bombe atomique. Puisque jusqu'à présent, les reconstitutions qui sont faites et les simulations qui sont faites, vous l'avez compris, c'est à chaque fois du contemporain. Et donc les gars se disent, voilà, si on a la bombe atomique, de toute façon, c'est plus la peine de jouer, quoi. Voilà. Donc, il y a une accalmie par rapport à ça. Et puis après, donc il y a cette accalmie, et puis par contre, à partir de là, les joueurs vont commencer à s'intéresser à l'historique, et plus au contemporain. C'est-à-dire qu'à partir de là, notamment les Américains vont commencer à regarder du côté de la guerre de sécession. Donc vous allez avoir des simulations de ce côté-là. Vous allez avoir des magazines aussi qui vont commencer à être créés, pour certains qui existent encore. Et puis il va y avoir, donc on va dire une certaine connivence en quelque sorte entre les Américains et les Anglais. Mais malgré tout, les Américains vont privilégier l'aspect, on va dire, historique, alors que les Anglais vont privilégier l'aspect ludique. Et c'est pareil, quand on regarde certaines règles anglaises, on comprend ce que ça veut dire. En France, vous avez De Taille et Meissonnier, qui, vous le savez, sont des peintres. Donc, ils créent une association qui s'appelle Savoie-Tache, et qui réunit en fait les collectionneurs des joueurs d'histoire qui ne sont pas très très nombreux, en tout cas des passionnés d'histoire en général, quoi. Et vous avez donc au sein de cette association, vous avez deux personnes, Fouret et Dauder, en 1939, qui vont créer une règle napoléonienne qui s'appelle le Glücksspiel. Et donc là, par contre, eux, leur innovation, c'est qu'ils ne se déplacent plus en mesurant les distances, mais se déplacent avec des hexagones. Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc les hexagones, ça date de 1939 et c'est une invention française, qui est beaucoup plus, on va dire, simple à utiliser que les carrés, par exemple, d'un échiquier. Hein, c'est évident. Donc après, bon, vous avez différents jeux qui commencent à être créés. Vous avez, pour ceux qui connaissent, vous avez les sociétés aussi en 54, donc Avalon Game qui donne Avalon Wheel. Vous avez... alors quand même, ce qui est intéressant, c'est que le créateur, là, donc, qui est Charles Roberts, va être contacté à un moment donné par une société aussi pour conseiller les décisions politiques, déjà à l'époque. Donc par l'analyse et la recherche. Et puis il met en place, donc il recrute en quelque sorte un certain nombre de testeurs qui, entre autres, sont Mac Olive, le général américain qui a tenu tête à Bastogne. Vous avez le général Mac Kluski qui commandait les bombardiers de l'USS Enterprise à Midway. Et puis vous avez un colonel des Marines. Et puis vous avez Squad Leader, le jeu qui est créé. Et puis en France, vous avez la société Jeux des cartes qui est créée. Alors après, on peut se demander, bon, pourquoi jouer au quotidien? Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme profit, quoi? Bon, au-delà du plaisir, bien sûr. Déjà, ça c'est important. Moi, je ne joue pas pour ne pas avoir de plaisir, c'est évident.
Moi, j'ai souvent... je pensais l'avoir compris. Moi, j'ai souvent tendance à dire que ce qui est important, surtout dans la vie d'aujourd'hui, c'est de garder son âme d'enfant. C'est vraiment capital. Enfin, pour moi, c'est capital. Le jour où on perd son âme d'enfant, on n'est pas très bien parti, on va dire. Et donc le jeu, alors que ce soit le jeu de figurines ou autre, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Le jeu, pour moi, c'est vraiment capital pour garder ce côté, justement, on va dire un peu joyeux, rêveur, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, pour un enfant. Je m'étais même fait la réflexion, vous voyez, le jeu, c'est du rêve éveillé. Hein. Alors je pense que ça se fait aussi dans d'autres règles, mais je sais que moi, on va dire les meilleurs rêves éveillés que j'ai eus, bah, c'était en jouant au Premier Empire. Premier Empire, il y a toute une connotation, on va dire un peu, hein, mais surtout c'est... je parle toujours vraiment personnellement là. Hein. Moi je peux pas m'empêcher quand je lance un régiment de cavalerie, de voir ces cavaliers chargés, quoi. Après on peut dire ouais mais tu sais, j'ai eu une fois comme ça une réflexion en me disant ouais mais tu sais tu les envoies à la mort et tout ça parce que j'avais envoyé un régiment de cavalerie charger une batterie. J'envoie personne à la mort, ça reste des figurines, c'est du plomb, point. S'ils tombent, on les range et puis on recommence au coup d'après, quoi. Hein. Donc vraiment, moi je reste dans l'image, on va dire un peu romantique de la chose. J'ai pu me rendre compte aussi dans un club notamment, tous les samedis après-midi, on s'occupait de jeunes adolescents qui venaient apprendre à jouer. Et à l'époque, on leur apprenait, on jouait sur un jeu, sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, j'ai vu aussi l'impact que cela avait sur eux. Alors, pas de jouer à la guerre, ils ne jouaient pas à la guerre, ils jouaient avec des figurines. Mais ce qui était important, c'est que déjà, on leur apprenait ce qui s'était passé. Donc ça a gardé, là aussi, ce devoir de mémoire, c'est important. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on leur apprenait, en fait, à poser les choses, justement. Un peu comme un problème de maths. Un problème de mathématiques, moi, je joue toujours avec mes enfants, ce que je disais, c'est que quand vous avez un problème de maths, notamment, vous écrivez tout ce que vous savez, tout ce qui est dans l'énoncé. Et après, votre problème est résolu. C'est-à-dire qu'il suffit de relire ce qu'on nous a donné, parce qu'en général, ce qu'on nous donne, c'est pour résoudre. Hein, logiquement, il ne manque rien. Il suffit de tout remettre dans l'ordre, et on sait comment résoudre le problème. Et le jeu de figurines, pour moi, ou le jeu tout court, c'est la même chose. On a tel objectif à atteindre, telle chose à réaliser, on va dire, pour gagner, même si ce n'est pas le plus important. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les possibilités? Par où est-ce qu'on doit passer? Et à partir de là, donc on apprenait aux jeunes à raisonner. Et là aussi, pour moi, c'est capital. Que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Hein. Et puis aussi, il y a un côté, forcément, puisqu'on parle de jeu, il y a un côté ludique. Il y a un côté ludique à apprendre l'histoire, en fait, d'une certaine manière d'apprendre l'histoire en jouant. Moi j'avais alors je pense que c'est la même chose aussi ici, hein, en fait, avec donc, on va dire certains profs qui sont aussi joueurs. J'avais, donc dans le sud, j'avais un copain qui était... qui est toujours prof de maths, par contre, qui n'était pas prof d'histoire, prof de maths. Et puis, tous les ans, il créait un mini-club, en fait, un mini-groupe avec ses élèves. Et une année, ils avaient créé, donc ils étaient partis sur les arènes de Nîmes, parce qu'ils étaient dans le coin, du côté de Nîmes. Et donc, il leur avait fait étudier, c'était le programme où ils étudiaient l'Antiquité. Donc, il leur avait parlé de ça, et il leur avait fait faire les arènes de Nîmes, reconstituées. À l'époque, il y avait très peu de figurines de gladiateurs, donc il avait quand même trouvé les gladiateurs en 28 mm. Il leur avait fait peindre, donc il y a eu un travail manuel, un travail de recherche, comment faire pour faire les arènes qui n'existaient pas, comment peindre, donc pour peindre, comment
il fallait faire forcément des recherches aussi, pour savoir comment étaient les gladiateurs, quelles armes ils utilisaient, etc. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est qu'il avait donc créé une règle simple. Mais cette règle, il l'avait fait traduire en latin par le professeur de latin du lycée. Et les élèves, pour pouvoir jouer, eh bien, ils se sont tous portés volontaires au cours de latin pour pouvoir apprendre le latin, pour pouvoir traduire la règle et pour pouvoir jouer avec. Et c'est la seule année où la classe de latin était complète. Donc je trouve ça vraiment excellent. Et voilà, donc alors, puisqu'on parlait aussi un peu de modélisme, bah, c'est pareil, le jeu d'histoire, si on travaille sur des figurines, eh bien forcément ça va amener une notion. Alors, si, on peut aussi faire peindre ces figurines ou les acheter peintes, hein, c'est pas un souci, mais bon, on va dire que les 3/4 des joueurs peignent leurs figurines pour tout un tas de raisons, et là encore, ça va nous amener à faire des recherches historiques, des recherches déjà par rapport au conflit lui-même, et puis ensuite par rapport à l'unité que l'on veut peindre. Et puis on a toujours des petits coups de cœur, on a toujours des petits trucs donc qui vont nous faire chercher au-delà de ce dont on aurait besoin en réalité, en fait. Hein. Après, je vous parlais aussi du devoir de mémoire, parce que c'est pareil, tous les joueurs, on a tous nos conflits préférés, entre guillemets, hein. Certaines périodes où on est un peu plus attiré, et puis parfois on peut aussi être attiré parce que notre grand-père, notre père, il a fait telle campagne, il a fait telle action, et puis hop, on fait l'unité dans laquelle il était. Et je trouve aussi qu'au-delà de sa propre famille ou de ceux que nous avons connus, c'est aussi une façon de se souvenir d'eux ou de parler d'eux. Et là, je le vois par exemple en ce moment là, donc là pour la convention de Lavore, donc puisque j'expose donc la table de Dien Bien Phu, et bien vous avez tout un tas de personnes et notamment des jeunes qui viennent, qui ne connaissent pas la guerre d'Indochine en général, et qui viennent et qui posent tout un tas de questions. Et moi je pense que le jeu d'histoire contribue aussi à ça. C'est important de garder cette mémoire, de parler de ce qui s'est passé avant. Et c'est Churchill d'ailleurs qui disait qu'un pays qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et là encore, on peut un peu militer là-dessus. Donc, voilà, ce qui m'avait aussi un peu surpris à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte aussi que notre comportement, souvent, quand on joue, est lié aussi, on va dire, à notre morale dans la vie réelle, en fait. Alors notre morale ou même notre comportement, en réalité. Hein. C'est-à-dire que pour donner quelques exemples comme ça, simples, c'est que j'ai remarqué, par exemple, que ce soit napoléonien ou autre, hein, mais on va avoir des joueurs qui vont être extrêmement offensifs, qui vont toujours être dans l'attaque, et en fait, quand on les connaît bien dans la vie de tous les jours, ils sont aussi dans l'action, dans le dynamisme. Et par contre, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, d'avoir parfois des copains qui avaient des soucis, parce que bon, de toute façon, on est aussi dans la vie réelle, donc qui avaient aussi des soucis, par exemple, familiaux, professionnels, et qui à ce moment-là se comportaient plutôt sur la défensive. Je ne parle même pas à ce moment-là des réactions, on va dire, émotionnelles. Hein. Je parle simplement du comportement, et donc ils se sentaient, on va dire, ils se sentaient tout le temps attaqués, même si, bon là c'était le cas, mais pour le jeu. Hein. Et ils n'étaient plus du tout dans leur action, on va dire, offensive ou vers l'autre. Donc, on retrouve quand même nos comportements dans le jeu.
Voilà, donc bon, on a fait le tour très très rapide. Hein. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'a vraiment épaté, c'est ce parallèle entre le jeu d'histoire, nous ce qu'on prend pour le jeu, en fait, parce qu'on regarde souvent, nous, le côté passé. C'est-à-dire qu'on va simuler, ou on va reconstituer une bataille ou des combats dont on connaît l'issue, mais qui ne sera pas forcément la même en termes de jeu. Donc on va se baser sur des choses qui ont été, voilà, qui se sont passées. Mais, je vous dis, quand j'ai étudié ce livre, eh bien, je me suis rendu compte que c'était souvent l'inverse. C'est-à-dire que les simulations ont souvent précédé les batailles elles-mêmes ou les conflits eux-mêmes, et qu'en règle générale, on retrouvait les mêmes résultats dans le jeu qu'en réel. Et ça, je trouve ça assez parlant et assez exceptionnel. Voilà. Et ben donc, on finit avec 1 minute d'avance. Donc, merci. Et puis, à bientôt.